Bonjour à toutes et à tous et merci de consacrer 5 minutes à l'actualité de la compliance en regardant cette vidéo. Bonjour à tous. Bonjour Brigitte. Bonjour Emmanuel. Pour ce nouveau rendez-vous, nous accueillons également Christian Dargam, avocat associé au cabinet Norton Rose, qui nous parlera d'évaluation des tiers. Je rentre immédiatement dans le vif du sujet avec la présentation de plusieurs CEGIP qui sont riches d'enseignements. La première a été signée entre le PNF et le Crédit Agricole le 8 septembre dernier pour des faits de blanchiment de fraude fiscale, dans laquelle on remarquera que l'amende d'intérêt public tient compte du caractère insuffisant du dispositif de compliance en LCB-FT. La deuxième, signée quelques jours auparavant, le 3 septembre, concerne des faits de corruption d'agents publics étrangers. Et là, ce qui a retenu notre attention, c'est que la Convention prévoit l'indemnisation de l'État étranger à hauteur de 3 millions d'euros et que le programme de mise en conformité devra être mis en place sur tout le groupe et non pas uniquement au sein de la société signataire. S'agissant de la CEGIP Crédit Agricole que vous venez de mentionner, il est vraiment très intéressant en effet d'observer comment le PNF contribue par petites touches au contrôle des programmes de compliance en matière de LCB-FT en complément de l'action des autorités administratives. Une autre CEGIP a également retenu mon attention, celle signée par la société Exclusive Networks Corporate le 16 juin 2025. Sur le fond, c'est une affaire classique qui met une fois de plus en lumière le rôle des agents commerciaux, apporteurs d'affaires et autres intermédiaires dans les schémas corruptifs en Asie en l'espèce. Ce qui est moins banal, c'est que l'affaire est née d'une alerte transmise au PNF par le compliance officer de la société. Or, ça faisait un moment qu'on se demandait si et comment un compliance officer pouvait se retrouver à endosser l'habit du lanceur d'alerte. Dans le cas d'Exclusive Networks Corporate, le compliance officer avait saisi le comité des risques de la société dès 2019 et un plan d'action avait été avalisé la même année par le COMEX en vue de mettre fin au contrat conclu avec les intermédiaires considérés comme à risque. Mais le compliance officer a jugé que ce plan n'était pas mis en œuvre de manière suffisamment sérieuse par le management et a présenté sa démission l'année suivante. Il alerte le PNF dans la foulée, lui communique des documents incriminants qu'il a pris soin de conserver en quittant la société. La société est perquisitionnée en 2022, commence à coopérer et signe 3 ans plus tard une CEGIP qui prévoit une amende d'intérêt public de 16 millions d'euros et un monitoring de l'AFA pendant 3 ans. Donc ce qu'on peut dire déjà, c'est que l'alerte a été efficace. En revanche, on ne sait rien des conséquences personnelles pour le lanceur d'alerte, qui a tout de même perdu son emploi au passage. On peut se demander si, dans un dossier de ce type, il n'existait pas une autre voie, moins confrontationnelle et moins dommageable pour l'entreprise, comme pour le compliance officer. J'enchaîne, toujours en matière de corruption, avec la communication du plan national pluriannuel de lutte contre la corruption 2025-2029, le 14 novembre dernier. Quel est l'objectif ? Il s'agit de renforcer le dispositif de prévention et de détection des atteintes à la probité résultant des lois Sapin 2 et narcotrafic. Très riche, on peut d'ores et déjà en retenir qu'il encourage le recours à la CEGIP, qu'il souhaite son extension à d'autres infractions et qu'il propose d'allonger la durée des programmes de mise en conformité supervisés par l'AFA. Il évoque également la sensibilisation au risque de corruption pour l'obtention d'informations privilégiées sur des opérations financières en cours. Il fait ainsi écho à l'alerte commune faite par l'AFA et l'AMF le 9 juillet au sujet des entreprises disposant d'informations privilégiées du fait de leur cotation ou de leur activité sur les marchés financiers. Nous signalons également, sur le terrain du devoir de vigilance, une décision du tribunal judiciaire de Paris du 18 septembre 2025. Elle enjoint à la société Total Energy de produire les documents lui permettant de s'assurer que les risques associés à un projet ont bien été évalués, y compris pour ceux de ses filiales. Puisque nous parlons de vigilance, comment ne pas prononcer le nom de la société Shein qui a tant occupé nos autorités ces derniers temps. Le point de contact national de l'OCDE s'est ainsi penché sur le cas de cette plateforme d'ultra fast fashion et a publié le 18 septembre dernier une circonstance spécifique. Je rappelle à toutes fins utiles que le point de contact national, ou PCN, est une instance rattachée à la direction du Trésor et qui peut être saisie en médiation sur des allégations de non-respect par une société des principes directeurs de l'OCDE sur la conduite responsable des entreprises. En cas d'échec de cette médiation, le PCN peut publier ses conclusions. C'est donc ce qu'il a fait récemment à propos de Shein, après avoir été saisi par 2 députés français, dont Dominique Potier, qui est toujours en pointe sur la vigilance. Le PCN conclut notamment, dans ce document sévère pour Shein, qu'il existe, je cite, « des manques structurels de la politique d'entreprise de Shein en matière de protection des droits humains et de droits des travailleurs ». Ces constats du PCN n'ont pas d'autre conséquence juridique que de documenter des faits dans une démarche
de name and shame. Mais c'est sans doute là une pierre apportée à l'édifice de la vigilance qui est si menacé aujourd'hui par ailleurs. Un mot encore sur une décision de la première chambre civile de la Cour de cassation dans l'affaire du Dieselgate, décision datée du 24 septembre dernier. Dans cette affaire, la Cour de cassation juge que, je cite à nouveau, « l'installation d'un logiciel dans un véhicule afin de fausser les mesures de ses émissions polluantes constitue un manquement grave du vendeur du véhicule à son obligation de délivrance conforme, justifiant la résolution du contrat de vente ». Il s'agit donc bien, chère Brigitte, d'une décision de principe très favorable aux démarches de compliance et qui met en quelque sorte le droit des contrats au service de la compliance. Pour terminer, dans un autre domaine, nous mentionnons l'initiative de la Commission européenne qui a lancé le 8 octobre 2025 une plateforme d'information pour aider les parties prenantes à mettre en œuvre le règlement sur l'IA. Cette plateforme comprend un compliance checker qui permet de vérifier la conformité des systèmes d'IA et des modèles d'IA à usage général. La Commission prend la précaution de signaler que seule la consultation d'un professionnel du droit permet d'obtenir un conseil juridique adapté. Les tiers, on le sait, sont un vecteur de risque important en matière de corruption. Les agents, les consultants, les JV, les distributeurs ou même des fournisseurs. Alors les entreprises ont bien compris l'importance d'évaluer leurs tiers, puisque l'AFA nous apprend qu'en 2024, 71% des entreprises soumises à Sapin 2 ont déployé une procédure d'évaluation des tiers. Alors pour autant, l'agence relève que cette mesure reste la plus difficile à mettre en œuvre parmi les 8 piliers de Sapin 2, et ce n'est pas vraiment une surprise, puisqu'on voit bien que les entreprises ont souvent du mal à avoir une procédure efficace, bien acceptée par les opérationnels et appliquée en pratique. C'est d'ailleurs là qu'on voit le plus d'approches différentes entre les sociétés et très souvent des manquements constatés par l'AFA dans ses rapports de contrôle. Alors c'est dans ce contexte que l'agence a lancé cet été une consultation publique avec 8 fiches pratiques. Ce sont des fiches très opérationnelles et elles portent par exemple sur le recensement des tiers, la gestion des relations en cours, les mesures de remédiation ou encore les contrôles au quotidien. Donc voici quelques exemples de recommandations. Tout d'abord, la création d'un comité transverse composé de représentants de plusieurs fonctions pour prendre les décisions sur les tiers les plus à risque, ou encore l'utilisation de plateformes collaboratives sectorielles pour aider à mutualiser la recherche d'informations. Aussi, une classification des tiers qui repose non seulement sur un critère de chiffre d'affaires, mais aussi sur d'autres critères de risque, comme le secteur d'activité, l'implantation géographique ou le mode de rémunération. Les recommandations portent encore sur des mesures de remédiation, comme le renforcement des clauses contractuelles et la mise en place de formation des tiers. Et puis enfin, un focus sur certaines catégories de tiers, comme les cibles en matière de fusion-acquisition ou certains candidats à l'embauche, avec par exemple des contrôles d'éventuels conflits d'intérêts. Alors il reste à voir si tout cela va permettre aux entreprises d'améliorer vraiment leur dispositif, en sachant que la mise en œuvre de ces recommandations nécessite d'importantes ressources et que l'externalisation ou l'intelligence artificielle ne pourront pas totalement remplacer la vérification humaine qui reste indispensable. Ainsi s'achèvent ces 5 minutes de compliance. Nous espérons que vous avez apprécié cette séquence. À très bientôt.